Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Christelle Petit-Colin est une auteure, conférencière et consultante française spécialisée dans la communication et le développement personnel. Elle est particulièrement connue pour ses ouvrages destinés aux personnes à haut potentiel intellectuel, hypersensibles ou ayant une pensée dite en arborescence. Ces livres visent à aider ces individus à mieux comprendre leur fonctionnement et à trouver des stratégies pour mieux vivre dans un monde souvent orienté vers une pensée plus linéaire. Elle s'est formée à diverses approches comme la programmation neurolinguistique, PNL, l'analyse transactionnelle et l'hypnose ericksonienne. En plus de ses écrits, elle anime des formations et des conférences sur des thèmes comme la manipulation, les relations interpersonnelles et la gestion de la pensée complexe. Son ouvrage phare, Je pense trop, publié en 2010, s'adresse aux personnes ayant une pensée foisonnante et propose des outils pour mieux s'épanouir malgré les défis que cela peut engendrer. Elle a également écrit d'autres livres, notamment Échapper aux manipulateurs et Je pense mieux, qui approfondissent certains sujets liés à ses thématiques de prédilection. Introduction. Dans Je pense trop, Christelle Petit-Colin explore un phénomène aussi fascinant qu'envahissant, la pensée en arborescence, caractéristique des personnes surefficientes mentales. Ces individus, dotés d'une intelligence exceptionnelle et d'une hypersensibilité marquée, se retrouvent souvent incompris dans un monde dominé par une pensée plus linéaire. Cet ouvrage leur offre une bouée de sauvetage, en leur permettant de comprendre et de mieux gérer leur fonctionnement mental. Dès le premier chapitre, l'auteur nous emmène dans l'univers des surefficients, décrivant avec précision leur mode de pensée, les défis qu'ils rencontrent au quotidien, et les sentiments d'isolement qu'ils peuvent ressentir. Petit-Colin adopte un ton bienveillant, presque complice, comme une main tendue à ceux qui, jusqu'ici, se sont peut-être sentis seuls avec leur esprit trop foisonnant. Chapitre 1. La pensée en arborescence, une richesse complexe. Christelle Petit-Colin ouvre son ouvrage en posant un diagnostic clair et percutant. Les personnes qui pensent trop sont des êtres aux capacités mentales et émotionnelles hors normes, mais qui peinent à trouver leur place dans une société mal adaptée à leur fonctionnement. Ce premier chapitre, à la fois descriptif et introspectif, s'attarde sur les spécificités de la pensée en arborescence et ses conséquences sur la vie quotidienne. 1. Qu'est-ce que la pensée en arborescence? L'auteur commence par une métaphore simple mais puissante pour décrire ce type de pensée, là où la plupart des gens avancent mentalement comme sur une autoroute droite et balisée, les surefficients évoluent dans une forêt dense, avec des ramifications infinies à chaque pas. Chaque pensée en amène une autre, puis une autre, créant un réseau complexe d'idées, de souvenirs et d'émotions qui ne cessent de croître. Petit-Colin explique que cette richesse mentale est une arme à double tranchant. Elle permet une créativité débordante, une grande capacité à établir des connexions entre des idées éloignées, mais elle engendre aussi une surcharge cognitive, une difficulté à se concentrer sur l'essentiel et une tendance à l'épuisement. Exemple. Imaginez qu'un simple mot entendu dans une conversation déclenche chez vous une chaîne de réflexion interminable. Par exemple, le mot « vacances » peut évoquer des souvenirs d'enfance, des projets futurs, des pensées sur le réchauffement climatique, ou même une réflexion existentielle sur le sens du repos. Ce mécanisme, naturel pour un surefficie, est souvent incompris par les autres, qui peuvent le qualifier d'excessif ou d'inapproprié. 2. Les émotions amplifiées, un moteur et un frein. Au-delà de leurs pensées prolifiques, les surefficients ressentent tout avec intensité. Petit-Colin décrit cette caractéristique comme un véritable amplificateur d'émotions. Une remarque banale peut être vécue comme une critique dévastatrice, et un compliment sincère peut provoquer une euphorie démesurée. Cette hypersensibilité est souvent mal interprétée. Les autres peuvent percevoir ces réactions comme un manque de maturité ou d'équilibre émotionnel, alors qu'elles reflètent en réalité une connexion profonde avec leurs sentiments et leur environnement. Conseil. Petit-Colin suggère de prendre le temps de différencier ses propres émotions de celles des autres. Elle recommande aux surefficients de s'exercer à l'introspection pour comprendre pourquoi certaines situations déclenchent des réactions si fortes et comment les apaiser. 3. Un sentiment d'inadéquation. Une grande partie de ce premier chapitre est consacrée à un thème récurrent chez les surefficients, l'impression de ne pas être à leur place. Leur esprit prolifique et leurs émotions intenses les amènent souvent à se sentir en décalage avec les normes sociales. Petit-Colin donne l'exemple de réunions professionnelles où les surefficients peuvent se perdre dans des analyses détaillées alors que leurs collègues préfèrent des réponses simples et rapides.
Ce type de décalage renforce leur sentiment d'isolement et peut les pousser à se replier sur eux-mêmes. Exemple. 1. Surefficie, participant à une conversation anodine sur un sujet d'actualité pourrait se retrouver à analyser l'impact géopolitique du problème, alors que les autres cherchent juste à échanger des opinions superficielles. Cette divergence provoque un malaise, et le « surefficie » se demande alors « suis-je trop compliqué pour être compris ?» 4. La quête de perfection et ses pièges. Petit Colin aborde aussi un autre trait commun chez les surefficients, un perfectionnisme souvent paralysant. Ces personnes ont tendance à vouloir tout comprendre, tout maîtriser et tout anticiper. Malheureusement, cette quête insatiable les mène souvent à l'épuisement. Conseil. Pour contrer cet effet, Petit Colin invite à accepter l'imperfection comme une opportunité de croissance. Par exemple, au lieu de chercher à rédiger un projet parfaitement abouti dès la première tentative, il est préférable de se concentrer sur une ébauche imparfaite, mais suffisante pour avancer. Conclusion, comprendre pour mieux s'accepter. Le premier chapitre de Je pense trop pose les bases d'une réflexion profonde sur le fonctionnement des personnes surefficientes. À travers une description détaillée de leurs traits principaux, Christelle Petit-Colin parvient à offrir à ses lecteurs une première clé, celle de la compréhension de soi. L'auteur ne se contente pas de pointer les défis liés à cette manière d'être, elle y associe des pistes concrètes pour transformer ce qui est perçu comme une faiblesse en force. En cela, ce chapitre est une véritable invitation à apprivoiser sa pensée et ses émotions, pour s'épanouir pleinement dans un monde qui peut parfois sembler hostile. Chapitre 2. Les relations sociales à l'épreuve de la surefficience mentale. 1. Une hypersensibilité relationnelle, percevoir l'invisible. Christelle Petit-Colin commence ce chapitre en décrivant une capacité souvent remarquable, mais aussi lourde à porter chez les surefficients, leur hyperperception des relations humaines. Ces individus ne se contentent pas de voir ce que les autres montrent, ils perçoivent aussi ce qui est implicite, caché ou même inconscient. Une inflexion dans la voix, un regard évité ou une hésitation subtile peuvent suffire à déclencher une avalanche de réflexion et d'interprétation. Cette acuité leur permet souvent de capter les tensions, les mensonges ou les émotions non dites dans une pièce. Mais elle s'accompagne d'un problème majeur, la difficulté à discerner entre ce qui relève de leur intuition réelle et ce qui est le fruit d'un excès d'analyse. Exemple. Lors d'une réunion, un collègue regarde ostensiblement l'horloge. Tandis que d'autres ne remarquent rien ou considèrent simplement qu'il est pressé, le surefficie commence à se demander, s'ennuie-t-il? Trouve-t-il ma présentation inutile? Est-ce lié à un conflit antérieur avec moi? Ces suppositions, bien que souvent perspicaces, peuvent générer une anxiété inutile. Conseil. Petit Colin invite les surefficients à pratiquer un exercice de distanciation mentale. Elle recommande de noter leurs impressions sur une situation, mais d'attendre des preuves concrètes avant de les considérer comme des vérités. Cela aide à calmer le tourbillon d'idées et à éviter de surinterpréter. 2. Le piège de la suradaptation, vouloir trop bien faire. Les surefficients ont une tendance naturelle à vouloir anticiper les besoins des autres et à s'y adapter. En raison de leur grande empathie, ils ressentent souvent une responsabilité excessive vis-à-vis du bien-être des personnes qui les entourent. Ce trait, bien qu'altruiste, peut se transformer en piège. Petit Colin décrit le mécanisme de la suradaptation, ces individus se plient parfois jusqu'à l'extrême pour éviter les conflits, pour répondre aux attentes, réelles ou supposées, ou simplement pour préserver une harmonie. Cela les mène à s'oublier eux-mêmes et à accumuler une fatigue émotionnelle considérable. Exemple. Une mère surefficiente pourrait se retrouver à jongler avec des dizaines d'exigences de ses enfants, de son conjoint, de ses collègues tout en masquant ses propres besoins. À long terme, cette attitude l'amène à un épuisement qui peut exploser sous forme de colère ou de repli. Conseil. L'auteur conseille d'apprendre à poser des limites claires, sans culpabilité. Par exemple, lorsqu'un ami demande un service, il est essentiel de s'interroger, ai-je vraiment le temps et l'énergie pour cela? Si la réponse est non, il est possible de décliner poliment mais fermement, en disant simplement, je ne peux pas cette fois-ci. 3. Des relations souvent déséquilibrées, l'attraction des manipulateurs. Une autre difficulté relationnelle abordée dans ce chapitre est l'attirance involontaire que les surefficients exercent sur les personnalités manipulatrices. En raison de leur sensibilité et de leur propension à la culpabilité, ils deviennent souvent des proies idéales pour des individus toxiques. Petit Colin explique que les manipulateurs exploitent la tendance des surefficients à se remettre constamment en question. Ces derniers, en quête d'explications rationnelles,
peuvent rationaliser les comportements abusifs au lieu de les reconnaître comme tels. Exemple. Un partenaire critique pourrait dire « Si tu fais toujours des remarques, c'est que tu es trop exigeant ». Le « surefficie », au lieu de reconnaître cette manipulation, se demande « Ai-je vraiment des attentes irréalistes ?» Cette introspection excessive peut l'enfermer dans une relation déséquilibrée. Conseil. Pour éviter ce type de piège, Petit Colin recommande de développer une vigilance émotionnelle. Dès que l'on ressent un malaise persistant dans une relation, il est important d'identifier les comportements de l'autre et de poser des questions simples. Ce comportement respecte-t-il mes valeurs? Me traite-t-on avec respect? 4. L'isolement comme mécanisme de protection. Face aux défis relationnels qu'ils rencontrent fréquemment, de nombreux surefficients finissent par se replier sur eux-mêmes. Cet isolement volontaire peut être une tentative de se protéger contre les blessures émotionnelles, les malentendus ou le sentiment d'être jugé. Petit Colin met toutefois en garde contre ce réflexe. Bien qu'il soit parfois nécessaire de prendre du recul, s'isoler complètement peut accentuer le sentiment de décalage et limiter les opportunités d'échanges enrichissants. Exemple. Une personne, surefficiente, ayant subi des moqueries répétées au travail pour sa façon d'analyser en profondeur pourrait éviter les discussions en groupe, par peur d'être encore marginalisée. Avec le temps, cette stratégie l'éloigne de ses collègues et renforce son sentiment de solitude. Conseil. L'auteur encourage à trouver des espaces de dialogue où l'on peut être soi-même, sans peur du jugement. Cela peut inclure des groupes de discussion dédiés, des relations avec d'autres personnes à haut potentiel ou simplement des amis de confiance capables d'accepter cette richesse mentale. 5. Développer des relations authentiques et épanouissantes. En dépit des obstacles, Petit Colin insiste sur le fait que les surefficients peuvent construire des relations fortes et authentiques, à condition de s'entourer des bonnes personnes. Ces relations ne nécessitent pas que l'on masque sa personnalité, mais qu'on la partage avec ceux capables de l'apprécier. Elle souligne l'importance de trouver des interlocuteurs ayant une certaine ouverture d'esprit et un goût pour l'exploration intellectuelle ou émotionnelle. Plutôt que de chercher à s'adapter à tous, les surefficients doivent apprendre à identifier les relations qui les nourrissent et les renforcent. Exemple. Un lecteur passionné de philosophie pourrait rejoindre un club de lecture, où il trouvera des pairs capables d'échanger avec lui sur ses sujets de prédilection. Cela lui permettra de renouer avec le plaisir de partager ses réflexions, sans crainte d'être incompris. Conseil. Petit Colin propose d'explorer des cercles sociaux alternatifs, comme des associations ou des communautés centrées sur des intérêts spécifiques. Elle rappelle que la qualité des relations prévaut toujours sur la quantité. Conclusion, se réconcilier avec l'autre pour mieux s'épanouir. Ce deuxième chapitre de Je pense trop met en lumière un défi fondamental pour les personnes surefficientes, construire et maintenir des relations harmonieuses malgré leurs particularités. Christelle Petit Colin, en détaillant leurs points faibles mais aussi leurs points forts, leur montre que les difficultés relationnelles ne sont pas une fatalité. À travers des conseils pratiques et des exemples parlants, elle invite ces individus à embrasser pleinement leur singularité, tout en apprenant à poser des limites et à se protéger des relations toxiques. Loin de les inciter à se conformer à une norme sociale qui ne leur convient pas, elle les pousse à chercher des connexions sincères et enrichissantes. Ce chapitre est un appel à transformer la richesse intérieure en un atout relationnel. En se comprenant mieux eux-mêmes et en choisissant leur entourage avec soin, les surefficients peuvent non seulement s'épanouir, mais aussi apporter leur lumière unique à ceux qui les entourent. Chapitre 3. Calmer le mental envahissant. 1. Le tourbillon incessant de la pensée. Petit Colin commence par une observation essentielle. Pour les surefficies, penser est une activité permanente et incontrôlable. Contrairement à une personne au fonctionnement mental classique, capable de faire des pauses, le cerveau surefficie ne s'arrête jamais. Il tourne en boucle, créant une sorte de brouhaha intérieur constant, une cacophonie d'idées, d'analyses, de souvenirs et d'anticipation. Ce mode de fonctionnement a des avantages indéniables, il favorise la créativité, l'innovation et la résolution de problèmes complexes. Mais, lorsqu'il est laissé sans contrôle, il peut devenir un véritable fardeau. L'auteur compare ce phénomène à un moteur qui tourne à plein régime sans jamais se reposer, risquant la surchauffe. Exemple. Une personne surefficiente, en s'endormant le soir, peut se retrouver à analyser chaque détail de sa journée, revivre des conversations passées, anticiper des scénarios improbables pour le lendemain, tout en imaginant des solutions à des problèmes encore inexistants. Ce flux incessant nuit non seulement au sommeil, mais aussi à la capacité de se détendre et de profiter du moment présent.
Conseil. Petit Colin propose de pratiquer des rituels de décompression mentale avant le coucher, comme l'écriture d'un journal pour externaliser ses pensées, ou la méditation guidée pour calmer l'esprit. 2. La spirale des ruminations. L'un des défis majeurs des suréphysies, c'est leur tendance à ruminer, c'est-à-dire à revisiter constamment les mêmes pensées négatives ou inquiétantes. Petit Colin explique que ce phénomène est exacerbé par leur capacité à envisager toutes les possibilités et à analyser chaque détail. Cette spirale peut commencer par un événement anodin, une remarque ambiguë, un regard perçu comme distant et se transformer en une réflexion interminable. Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce que j'ai mal agi? Peut-être que cette personne m'en veut. Ces ruminations sont souvent épuisantes et stériles, car elles ne mènent à aucune conclusion satisfaisante. Exemple. Un collègue, pressé par le temps, répond sèchement à une question. Là où une personne non surefficiente oubliera rapidement l'échange, la personne surefficiente passera des heures à décortiquer l'interaction, cherchant des preuves d'un éventuel conflit ou rejet. Conseil. Pour briser cette spirale, l'auteur suggère une approche en 2 temps. Reprendre le contrôle en notant ses pensées récurrentes pour les objectiver. Réorienter son esprit en se concentrant sur une activité stimulante mais apaisante, comme le dessin, la musique ou le jardinage. 3. La peur du vide mental. Un autre point abordé dans ce chapitre est la difficulté qu'ont les suréphysies, est à tolérer l'inaction ou le silence intérieur. Pour ces esprits hyperactifs, l'absence de stimulation mentale est souvent perçue comme inconfortable, voire angoissante. Petit Colin explique que cette peur du vide pousse les suréphysies, à chercher constamment des activités ou des informations pour nourrir leur esprit, au risque de s'épuiser. Cela peut se manifester par une consommation excessive de livres, de vidéos, de podcasts ou même de conversations intellectuelles, sans jamais prendre le temps d'assimiler ou de se recentrer. Exemple. Une personne surefficiente pourrait ressentir le besoin de planifier chaque minute de son week-end pour éviter de perdre du temps. Elle passe alors d'une tâche à l'autre, accumulant une fatigue mentale considérable. Conseil. Petit Colin recommande de s'entraîner progressivement à apprécier le vide, notamment à travers des moments de pleine conscience. Par exemple, elle propose de prendre 5 minutes chaque jour pour simplement s'asseoir, respirer profondément et observer les sensations corporelles, sans chercher à analyser quoi que ce soit. 4. Apprendre à mettre son cerveau sur pause. Dans ce chapitre, l'auteur insiste sur l'importance de développer des compétences pour mettre son cerveau en veille, ne serait-ce que quelques instants par jour. Cela ne signifie pas arrêter de penser une tâche impossible pour les suréphysies, mais plutôt ralentir le rythme et apaiser les pensées parasites. Petit Colin présente plusieurs techniques pratiques. La respiration profonde, inspirer lentement par le nez, retenir son souffle quelques secondes, puis expirer lentement. Cette méthode calme non seulement l'esprit, mais aussi le corps. La visualisation positive, s'imaginer dans un endroit paisible, comme une plage ou une forêt, en se concentrant sur les détails sensoriels, bruits, couleurs, textures. L'ancrage corporel, porter son attention sur les sensations physiques, comme le contact des pieds avec le sol ou le mouvement de la poitrine lors de la respiration. Exemple. Un suréphysie confronté à une réunion stressante peut, avant d'entrer dans la salle, prendre quelques secondes pour pratiquer une respiration profonde et imaginer un endroit apaisant. Cela l'aide à calmer son esprit et à se recentrer. 5. Transformer la pensée en allié. Petit Colin conclut ce chapitre sur une note optimiste, bien qu'il soit parfois difficile à vivre, le mental suréphysie peut devenir une force extraordinaire lorsqu'il est apprivoisé. Au lieu de tenter de le réprimer, il s'agit d'apprendre à canaliser cette énergie mentale vers des activités constructives et épanouissantes. Elle encourage les suréphysies, à exploiter leurs capacités exceptionnelles de manière intentionnelle, en se fixant des objectifs clairs et en se concentrant sur ce qui les passionne vraiment. Cela leur permet de réduire la dispersion mentale et de trouver un sens profond à leurs efforts. Exemple. Une personne passionnée par l'écologie pourrait utiliser sa pensée prolifique pour concevoir un projet innovant dans ce domaine, transformant ainsi son foisonnement intellectuel en une contribution positive au monde. Conseil. Petit Colin propose de dresser une liste de priorités et de passions, puis de consacrer chaque jour un moment à ces activités, sans se laisser distraire par des pensées secondaires ou des tâches non essentielles. Conclusion, vers un apaisement intérieur durable. Le 3e chapitre de Je pense trop est une véritable boîte à outils pour les personnes surefficientes cherchant à calmer leur esprit envahissant. Christelle Petit Colin y offre une compréhension profonde des mécanismes mentaux à l'œuvre,
tout en proposant des solutions concrètes et accessibles pour retrouver un équilibre intérieur. En apprenant à ralentir leur flux de pensée, à sortir des ruminations et à embrasser le vide comme une opportunité, les surefficies, eux, peuvent transformer leur esprit foisonnant en un allié puissant. Ce chapitre rappelle que, loin d'être un obstacle, la pensée en arborescence peut devenir une source infinie de créativité et de sérénité, pour peu qu'on sache en prendre soin. Chapitre 4. Se libérer des conditionnements et retrouver sa juste place. 1. Les chaînes invisibles des conditionnements sociaux. Petit Colin ouvre ce chapitre en explorant l'influence des conditionnements sur le développement des surefficients. Dès l'enfance, ces individus atypiques sont souvent confrontés à des attentes qui entrent en contradiction avec leur nature profonde. Leur hypersensibilité, leur intensité émotionnelle et leur manière de penser divergente sont fréquemment jugées trop sensibles, trop analytiques, trop différentes. Les adultes cherchent alors à les normaliser, à les rendre conformes à des standards sociaux qui valorisent la simplicité, la linéarité et l'obéissance. Ce processus peut conduire à un décalage identitaire, où le surefficie finit par renier ses véritables besoins pour s'adapter aux attentes extérieures. Exemple. Un enfant surefficie, passionné par la lecture et la réflexion, pourrait être poussé à privilégier des activités sportives ou sociales pour s'intégrer. Ce reniement progressif de ses inclinations naturelles crée une tension interne, renforçant le sentiment d'être différent ou inadéquat. Conseil. Petit Colin invite les lecteurs à prendre conscience de ces conditionnements en revisitant leur histoire personnelle. Quels comportements leur ont été imposés? Quelles parties d'eux-mêmes ont-ils dû réprimer pour plaire ou être acceptés? 2. L'effet des croyances limitantes sur l'estime de soi. Une fois les conditionnements intériorisés, ils se transforment souvent en croyances limitantes, ces petites voix intérieures qui répètent des messages tels que « je ne suis pas assez bon »,« je dois travailler 2 fois plus pour mériter ma place » ou encore « si je montre qui je suis vraiment, je serai rejeté ». Petit Colin explique que ces croyances sont particulièrement destructrices pour les surefficies, car elles se superposent à leur tendance naturelle à l'autocritique. Cette combinaison alimente un cercle vicieux de doute, de perfectionnisme et de peur de l'échec. Exemple. Un adulte surefficie pourrait éviter de postuler à un emploi ambitieux, convaincu qu'il ne sera jamais à la hauteur malgré ses compétences objectives. Sa pensée prolifique l'amène à imaginer tous les scénarios d'échec possibles, renforçant son inertie. Conseil. L'auteur propose une méthode simple pour déconstruire ces croyances limitantes. Identifier la croyance en notant les pensées négatives récurrentes. La remettre en question en recherchant des preuves objectives qui la contredisent. La remplacer par une affirmation positive réaliste, comme « j'ai déjà réussi à relever des défis similaires, je suis capable de m'adapter ». 3. La surcharge des attentes relationnelles. Petit Colin consacre une section importante du chapitre à l'impact des relations interpersonnelles sur les surefficies, en raison de leur grande empathie et de leur sens aigu des responsabilités, ces individus ont souvent du mal à dire non ou à poser des limites. Ils deviennent des réservoirs émotionnels, pour leur entourage, absorbant les émotions des autres tout en masquant leurs propres besoins. Ce rôle d'éponge émotionnelle les pousse parfois à s'oublier complètement, au point de ne plus savoir qui ils sont réellement. La quête d'harmonie et de validation extérieure les éloigne de leur propre essence. Exemple. Dans une relation amoureuse, une personne surefficiente pourrait constamment céder au désir de son partenaire pour éviter les conflits, au détriment de ses propres envies ou valeurs. Conseil. L'auteur souligne l'importance d'apprendre à dire non avec bienveillance, mais fermeté. Elle propose une phrase clé, « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas y répondre pour le moment ». Cette approche permet de préserver la relation tout en respectant ses propres limites. 4. Retrouver sa juste place, un chemin vers l'authenticité. Petit Colin invite les surefficies, à entreprendre un travail de reconnexion à soi-même. Cela passe par une exploration profonde de leurs envies, de leurs valeurs et de leurs aspirations, souvent mises de côté sous le poids des conditionnements. Elle insiste sur la nécessité de définir ce qu'est sa juste place, un espace où l'on peut être soi-même sans compromis excessif, où l'on peut contribuer au monde tout en respectant ses limites. Ce processus nécessite du courage, car il implique parfois de remettre en question des choix de vie, des relations ou des habitudes profondément ancrées. Exemple. Un cadre surefficie, enfermé dans un poste stressant et peu aligné avec ses valeurs, pourrait décider de réorienter sa carrière vers un domaine plus en phase avec ses passions, comme l'éducation ou l'environnement. Conseil.
Petit Colin propose un exercice pratique pour clarifier sa juste place. Listez ce qui génère de l'énergie et de l'enthousiasme. Identifiez ce qui épuise ou irrite régulièrement. Prendre des décisions progressives pour augmenter le premier et réduire le second. 5. Se libérer du regard des autres. Un obstacle majeur à l'authenticité est la peur du jugement. Les suréphysies, en raison de leur sensibilité accrue, sont souvent très affectés par le regard des autres. Cette peur peut les pousser à se conformer à des normes ou à adopter des comportements qui ne leur ressemblent pas. Petit Colin rappelle que cette quête d'approbation extérieure est vaine, car il est impossible de plaire à tout le monde. Elle invite les lecteurs à se recentrer sur leurs propres critères de validation, en se demandant « Est-ce que cela me rend fier ? Est-ce que cela correspond à mes valeurs ?» Exemple. Une personne surefficiente pourrait décider de prendre des cours de théâtre, une passion longtemps réprimée par crainte d'être jugée comme excentrique. En franchissant ce pas, elle découvre un épanouissement inattendu et se libère du poids du regard extérieur. Conseil. Pour renforcer cette indépendance, l'auteur suggère de pratiquer régulièrement des activités solitaires qui nourrissent l'âme, comme la marche en pleine nature, l'écriture ou la peinture. Conclusion, le retour à soi comme source d'équilibre. Le 4e chapitre de Je pense trop est une invitation à l'émancipation. Christelle Petit Colin y offre un éclairage précieux sur les conditionnements qui brident les suréphysies, et leur propose des outils concrets pour s'en libérer. En osant revisiter leur histoire personnelle, déconstruire les croyances limitantes et redéfinir leurs priorités, les suréphysies, peuvent retrouver leur juste place dans le monde. Une place où ils se sentent alignés avec eux-mêmes, capables de vivre pleinement leur singularité sans craindre le jugement ou le rejet. Chapitre 5. Les pièges relationnels des surefficients. 1. L'hyperempathie, une bénédiction et une malédiction. L'hyperempathie est l'une des caractéristiques centrales des suréphysies, leur capacité à percevoir les émotions, parfois même avant que les autres en aient conscience, est un atout remarquable. Cependant, cette sensibilité accrue peut devenir un fardeau lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Petit Colin explique que les suréphysies, absorbent les états émotionnels de leur entourage comme une éponge, ce qui les expose à un épuisement émotionnel chronique. Exemple. Dans un contexte familial, un suréphysie peut ressentir les tensions latentes entre ses proches et s'épuiser à jouer les médiateurs, même si personne ne lui a explicitement demandé d'intervenir. Conseil. Pour protéger leur énergie, les suréphysies, doivent apprendre à identifier les émotions qui leur appartiennent et celles qu'ils captent des autres. L'auteur propose une visualisation simple, s'imaginer entouré d'une bulle protectrice qui filtre les énergies extérieures. 2. La peur du conflit, un obstacle à l'authenticité. Petit Colin souligne que les suréphysies, redoutent profondément les conflits. En raison de leur hyperempathie, ils perçoivent les désaccords comme des agressions personnelles et évitent les confrontations autant que possible. Cette aversion les pousse souvent à adopter des comportements de complaisance, où ils mettent de côté leurs propres besoins pour préserver la paix. Exemple. Dans une relation amoureuse, un suréphysie pourrait accepter des compromis excessifs ou céder systématiquement, par peur de créer des tensions. Ce comportement peut engendrer une accumulation de frustration, jusqu'à l'explosion émotionnelle. Conseil. Petit Colin invite les suréphysies, à réapprendre à poser des limites. Elle propose une technique en 3 étapes. Exprimer ses besoins avec calme et clarté. Valider les émotions de l'autre pour désamorcer les tensions. Rester ferme sur l'essentiel, tout en étant ouvert au dialogue. 3. Les relations déséquilibrées, un terrain fertile pour les manipulateurs. Les suréphysies, en raison de leur grande capacité d'écoute et de leur besoin de contribuer au bien-être des autres, attirent souvent des personnalités manipulatrices. Petit Colin explique que ces relations déséquilibrées se forment parce que les suréphysies, ont du mal à identifier les comportements toxiques. Leur optimisme naturel et leur tendance à chercher des solutions les rendent particulièrement vulnérables. Exemple. Un collègue manipulateur peut exploiter la gentillesse et la diligence d'un suréphysie en lui confiant des tâches ingrates ou en jouant sur sa culpabilité pour obtenir des faveurs. Conseil. L'auteur propose de développer un radar à manipulation, basé sur des signaux clés. Un sentiment de malaise persistant après une interaction. Des comportements contradictoires, compliments suivis de critiques. Une tendance à culpabiliser ou à minimiser les efforts de l'autre. Elle insiste sur l'importance de prendre du recul face à ces comportements et, si nécessaire, de limiter les interactions avec ces personnes.
4. L'épuisement relationnel, savoir reconnaître ses limites. Petit Colin aborde ensuite une problématique récurrente chez les surefficies, ES, leur tendance à s'impliquer émotionnellement dans toutes leurs relations. Cette implication excessive, motivée par leurs besoins de compréhension mutuelle et leur quête d'harmonie, conduit souvent à un épuisement relationnel. Exemple. Un surefficie peut passer des heures à écouter les problèmes d'un ami, cherchant des solutions et apportant un soutien inconditionnel, mais se sentir vidé et délaissé lorsque cet ami ne montre pas la même disponibilité. Conseil. L'auteur recommande de pratiquer le détachement bienveillant. Cela consiste à être présent pour les autres, mais sans absorber leurs problèmes comme si c'étaient les siens. Elle propose une métaphore utile, soyez une bouée, pas un radeau. Aidez les autres à se stabiliser, mais ne laissez pas votre propre équilibre être compromis. 5. Réapprendre à nourrir des relations authentiques. Le dernier volet du chapitre est consacré à la construction de relations saines et épanouissantes. Petit Colin insiste sur le fait que les surefficies, ES, en s'entourant des bonnes personnes, peuvent transformer leurs relations en source d'énergie plutôt qu'en charges émotionnelles. Elle propose plusieurs critères pour reconnaître une relation authentique. Un respect mutuel des besoins et des limites. Une écoute active des deux côtés. Une capacité à se sentir accepté tel que l'on est, sans avoir besoin de se justifier ou de jouer un rôle. Exemple. Un surefficie qui se sent libre de partager ses idées, même les plus originales, avec un ami sans craindre le jugement, cultive une relation authentique et nourrissante. Conseil. Petit Colin suggère de faire régulièrement le tri dans son cercle relationnel. Quels liens apportent de la joie et de l'énergie? Lesquels génèrent de la fatigue ou du stress? Cette démarche, bien que difficile, permet de consacrer son temps et son énergie aux relations qui comptent vraiment. Conclusion, vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Dans ce 5e chapitre, Christelle Petit Colin dresse un tableau précis des défis relationnels auxquels les surefficies, ES, sont confrontés. Entre hyperempathie, peur des conflits, manipulation et épuisement émotionnel, leurs interactions sociales peuvent devenir une source de souffrance. Mais loin de s'arrêter au constat, l'auteur propose des outils concrets pour reprendre le contrôle et construire des relations équilibrées. En apprenant à poser des limites, à se protéger des influences toxiques et à cultiver des liens authentiques, les surefficies, ES, peuvent transformer leurs relations en véritables alliés de leur épanouissement. Ce chapitre est une invitation à se libérer des schémas relationnels nocifs et à redécouvrir la joie d'être soi-même, entouré de personnes qui respectent et valorisent cette singularité. Chapitre 6. Trouver son équilibre intérieur. 1. L'agitation mentale, un défi constant. Petit Colin commence ce chapitre en décrivant un phénomène bien connu des surefficies, ES, l'agitation mentale. Le cerveau des surefficies, ES, est constamment en ébullition, jonglant entre mille idées, réflexions et scénarios. Si cette activité intense peut être une source de créativité et de solutions innovantes, elle devient rapidement épuisante lorsqu'elle est incontrôlée. L'auteur explique que cette hyperactivité mentale est souvent alimentée par un besoin incessant de comprendre, d'anticiper et de résoudre les problèmes. Cela peut entraîner une forme de rumination chronique, où les pensées tournent en boucle, amplifiant le stress et l'anxiété. Exemple. Un surefficie qui prépare une présentation professionnelle peut passer des heures à imaginer tous les scénarios possibles, les réactions de son public, les questions imprévues, voire les critiques potentielles. Cette suranalyse, bien qu'utile pour se préparer, finit par épuiser ses ressources mentales. Conseil. Petit Colin propose un exercice simple pour calmer l'agitation mentale, la respiration consciente. En se concentrant sur sa respiration pendant quelques minutes, on peut interrompre le flot de pensées et ramener son attention au moment présent. 2. Le poids des émotions, apprendre à les accueillir. Les surefficies, ES, en raison de leur hypersensibilité, vivent leurs émotions avec une intensité particulière. Cette richesse émotionnelle est une force, mais elle peut devenir une source de déséquilibre si elle n'est pas maîtrisée. Petit Colin souligne que les surefficies, ont souvent du mal à différencier leurs émotions de celles des autres, ce qui peut amplifier leur confusion intérieure. L'auteur insiste sur l'importance d'apprendre à accueillir ses émotions au lieu de les refouler ou de les analyser à l'excès. Elle explique que chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, porte un message important sur nos besoins ou nos valeurs. Exemple. Un surefficie qui ressent une profonde tristesse après un désaccord avec un ami pourrait, au lieu de fuir cette émotion, l'explorer pour comprendre qu'elle reflète son besoin de connexion et d'harmonie. Conseil.
Petit Colin propose de tenir un journal émotionnel, où l'on note chaque jour ses ressentis, leurs déclencheurs et les besoins qu'il révèle. Cette pratique aide à mieux comprendre ses réactions et à les gérer avec bienveillance. 3. L'importance de la reconnexion à soi. Petit Colin souligne que les surefficies, pris dans le tourbillon de leurs pensées et de leurs responsabilités, se déconnectent souvent de leurs besoins fondamentaux. Cette déconnexion peut conduire à un épuisement psychique et émotionnel, ainsi qu'à un sentiment de vide intérieur. Pour retrouver leur équilibre, les surefficies, doivent apprendre à se recentrer sur eux-mêmes. Cela passe par des pratiques régulières qui nourrissent leur esprit, leur corps et leur âme. Exemple. Un surefficie qui passe ses journées à jongler entre ses obligations professionnelles et familiales pourrait, en intégrant une pratique quotidienne comme la méditation ou la marche en nature, retrouver un sentiment de calme et de clarté. Conseil. L'auteur recommande de créer des rituels de reconnexion, comme consacrer 15 minutes chaque matin à une activité apaisante, qu'il s'agisse de lire, d'écrire ou de simplement respirer en pleine conscience. 4. Cultiver des pensées positives. Le chapitre aborde ensuite un aspect clé de l'équilibre intérieur, le rôle des pensées positives. Les surefficies, en raison de leur tendance à suranalyser, ont souvent un biais négatif, amplifiant les échecs et minimisant les réussites. Ce biais, explique Petit Colin, peut nuire à leur estime de soi et à leur bien-être général. Exemple. Après une réunion réussie, un surefficie pourrait se concentrer exclusivement sur un commentaire critique, oubliant les nombreux compliments reçus. Conseil. Pour contrer ce biais, Petit Colin propose un exercice puissant, chaque soir, notez 3 éléments positifs de la journée. Cette pratique simple, mais régulière, entraîne le cerveau à chercher des aspects positifs, même dans des situations difficiles. 5. L'équilibre entre le monde intérieur et extérieur. Un autre défi des surefficies, c'est de trouver un équilibre entre leur riche monde intérieur et les exigences du monde extérieur. Leur esprit, constamment tourné vers l'introspection et la réflexion, peut parfois les éloigner des réalités pratiques. À l'inverse, les pressions sociales et professionnelles peuvent les couper de leur vie intérieure. Petit Colin insiste sur la nécessité de créer un équilibre dynamique entre ces deux sphères. Cela implique de s'accorder du temps pour réfléchir et rêver, tout en restant connecté au monde et à ses interactions. Exemple. Un surefficie pourrait alterner entre des périodes de travail intense et des moments de retraite, où il se consacre à des activités créatives ou méditatives. Conseil. L'auteur propose une technique appelée l'ancrage actif, prendre quelques instants, plusieurs fois par jour, pour se reconnecter à ses sensations corporelles, respiration, pieds sur le sol, tension musculaire. Cela aide à rester présent et à éviter de se perdre dans ses pensées. 6. L'épanouissement par la créativité et la passion. Enfin, Petit Colin aborde l'importance de la créativité et des passions dans la quête d'équilibre intérieur. Les surefficies, avec leur imagination débordante et leur curiosité insatiable, trouvent souvent une grande satisfaction dans les activités créatives, qu'il s'agisse d'art, d'écriture, de musique ou même d'innovation dans leur domaine professionnel. Ces activités, loin d'être un luxe, sont essentielles pour nourrir leur âme et canaliser leur énergie mentale de manière constructive. Exemple. Un surefficie passionné de peinture pourrait consacrer 1 heure par semaine à cette activité, même s'il ne se considère pas comme un artiste. Cette pratique, purement pour le plaisir, peut avoir un effet thérapeutique et revitalisant. Conseil. Petit Colin encourage ses lecteurs à identifier une activité qui les passionne et à l'intégrer régulièrement dans leur emploi du temps, même par petites touches. Conclusion, l'harmonie comme chemin, pas comme destination. Dans ce 6e chapitre, Christelle Petit Colin offre une feuille de route précieuse pour les surefficies, et sans quête d'équilibre. Elle démontre que, bien que la surefficience soit parfois source de tourments, elle peut devenir un véritable atout lorsqu'elle est apprivoisée. En apprenant à calmer leur mental, à accueillir leurs émotions, à se reconnecter à leurs besoins fondamentaux et à cultiver des pensées positives, les surefficies, peuvent transformer leur agitation intérieure en une source de force et de sérénité. L'équilibre, rappelle Petit Colin, n'est pas une destination fixe, mais un chemin à parcourir avec patience et bienveillance. Ce chapitre invite les lecteurs à embrasser ce chemin, à leur propre rythme, en honorant leur singularité et leur richesse intérieure. Chapitre 7. Réconcilier son monde intérieur avec l'extérieur. 1. La dualité des surefficients, entre idéalisme et réalité. Petit Colin commence par souligner une caractéristique essentielle des surefficies,
leur profond idéalisme. Ces individus aspirent à un monde juste, harmonieux et empreint de sens. Cependant, leur confrontation à une réalité bien souvent imparfaite et contradictoire les plonge dans un conflit intérieur. Cette dualité se traduit par une forme de décalage. Les surefficies, eux, se sentent souvent étrangers aux normes sociales, qu'ils jugent superficielles ou dénuées d'humanité. Cela peut entraîner un sentiment d'inadéquation ou de solitude. Exemple. Un surefficie travaillant dans une entreprise pourrait ressentir un profond malaise face à des pratiques managériales qu'il juge déshumanisantes. Incapable de se conformer à ces dynamiques, il pourrait se retirer émotionnellement ou même envisager de changer de carrière, malgré les risques que cela implique. Conseil. Petit Colin invite les surefficies, à accepter que le monde extérieur n'est pas toujours à la hauteur de leurs idéaux. Plutôt que de se laisser happer par une vision désenchantée, ils peuvent apprendre à cultiver un regard lucide et bienveillant, en se concentrant sur les petites actions qui incarnent leurs valeurs. 2. L'hyperconscience, un moteur à double tranchant. Les surefficies, ont une conscience aiguë de leur environnement, des dynamiques sociales et des enjeux globaux. Cette hyperconscience, bien qu'enrichissante, peut aussi devenir source de stress. En voulant comprendre et analyser tout ce qui les entoure, ils se retrouvent souvent submergés par une surcharge d'informations et d'émotions. Exemple. Un surefficie confronté aux actualités mondiales peut ressentir une profonde détresse face aux injustices, aux crises environnementales ou aux conflits. Cette empathie pour des problèmes à grande échelle peut engendrer un sentiment d'impuissance. Conseil. Petit Colin propose une méthode simple pour éviter l'épuisement lié à l'hyperconscience, apprendre à délimiter son champ d'action. En se concentrant sur les domaines où ils ont un réel pouvoir d'agir, les surefficies, peuvent canaliser leur énergie de manière constructive, sans se laisser paralyser par l'ampleur des problèmes. 3. L'affirmation de soi, un apprentissage essentiel. L'auteur consacre une section importante du chapitre à l'affirmation de soi, un défi majeur pour les surefficies, ces derniers, souvent soucieux de plaire et d'éviter les conflits, ont tendance à s'effacer ou à masquer leur authenticité pour s'adapter à leur environnement. Petit Colin explique que cette tendance à la discrétion est motivée par une peur profonde du rejet ou de l'incompréhension. Pourtant, ne pas affirmer ses besoins ou ses opinions finit par nourrir un ressentiment intérieur et un sentiment de frustration. Exemple. Un surefficie qui évite systématiquement de donner son avis lors de réunions, de peur d'être critiqué, pourrait accumuler une insatisfaction croissante, se sentant invisible ou sous-estimé. Conseil. Petit Colin propose un exercice d'affirmation progressive. Identifier une situation où il est difficile de s'affirmer. Préparer une phrase simple et assertive pour exprimer son point de vue ou ses besoins. Tester cette affirmation dans un contexte sécurisé, comme avec un proche de confiance. Cette pratique régulière permet de renforcer la confiance en soi et de poser des limites de manière respectueuse mais ferme. 4. Trouver sa place dans un monde normatif. Les surefficies, se heurtent souvent aux exigences de conformité imposées par la société. Ces attentes normatives, qu'il s'agisse de suivre un parcours professionnel linéaire ou de se plier à des standards sociaux, entrent en conflit avec leurs besoins de singularité et d'authenticité. Petit Colin insiste sur l'importance de reconnaître et d'honorer sa différence. Plutôt que de chercher à s'intégrer à tout prix, les surefficies, doivent apprendre à créer un environnement qui valorise leur originalité et leur talent. Exemple. Un surefficie passionné par l'écriture pourrait décider de quitter un emploi stable mais monotone pour se consacrer à un projet littéraire, malgré les incertitudes financières. Cette décision, bien que risquée, lui permettrait de s'aligner avec ses aspirations profondes. Conseil. Petit Colin encourage ses lecteurs à identifier les contextes où ils se sentent à l'aise et valorisés. Cela peut être un cercle social, un cadre professionnel ou une activité créative. En s'entourant des bonnes personnes et des bonnes opportunités, ils peuvent progressivement construire un environnement qui leur ressemble. 5. La résilience face aux jugements extérieurs. Les surefficies, en raison de leur sensibilité accrue, sont particulièrement affectés par les jugements ou les critiques. Cette vulnérabilité peut les pousser à douter d'eux-mêmes ou à se replier sur leur monde intérieur. Petit Colin explique que la clé pour surmonter cette peur du jugement réside dans la résilience. Cela implique d'apprendre à distinguer les critiques constructives des attaques gratuites et de développer une estime de soi indépendante de l'opinion des autres. Exemple. Un surefficie qui reçoit une critique négative sur son travail pourrait choisir de la percevoir comme une opportunité de s'améliorer,
plutôt que comme une remise en question de sa valeur personnelle. Conseil. L'auteur recommande une pratique simple pour renforcer la résilience, se rappeler régulièrement ses forces et ses accomplissements, notamment dans les moments de doute. Tenir une liste de ses réussites peut être un excellent outil pour maintenir une image positive de soi-même. Si la quête de sens, une boussole intérieure. Pour conclure ce chapitre, Petit Colin revient sur un thème central de la vie des surefficies, la quête de sens. Ces individus ne se contentent pas de vivre, ils ont besoin de comprendre et de donner un sens à leur existence. Cette quête, bien qu'exigeante, est une source inestimable de motivation et de satisfaction. Exemple. Un surefficie pourrait trouver un profond épanouissement en participant à une cause qui lui tient à cœur, comme le bénévolat ou la défense de l'environnement. Cette activité, alignée avec ses valeurs, lui permettrait de transformer ses idéaux en actions concrètes. Conseil. Petit Colin invite les surefficies, à définir clairement leurs valeurs et à aligner leur choix de vie avec celles-ci. En cultivant une vie pleine de sens, ils peuvent surmonter leur sentiment de décalage avec le monde et trouver une satisfaction durable. Conclusion, vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Le 7e chapitre de Je pense trop est une véritable invitation à la réconciliation intérieure. Christelle Petit Colin guide les surefficies, dans leur quête d'équilibre, en leur offrant des outils pratiques pour surmonter leurs contradictions et harmoniser leur riche vie intérieure avec les réalités extérieures. Loin d'encourager la résignation ou le conformisme, elle les incite à embrasser leur singularité, à s'affirmer avec confiance et à construire un environnement qui reflète leurs valeurs. Ce chapitre rappelle que l'épanouissement ne réside pas dans une parfaite adéquation avec le monde, mais dans la capacité à trouver sa place, à son propre rythme et selon ses propres termes. En adoptant ces stratégies, les surefficies, peuvent non seulement s'épanouir, mais aussi enrichir leur entourage et la société par leur sensibilité, leur créativité et leur profond sens de la justice. Ce chapitre est un véritable hommage à leur potentiel unique et une promesse d'harmonie possible. Résumé du chapitre 8, accepter et valoriser sa différence. 1. Une différence souvent mal comprise. Petit Colin commence par rappeler que la surefficience mentale est souvent mal comprise, non seulement par l'entourage des concernés, mais également par les surefficies, eux-mêmes. Beaucoup grandissent en se sentant différents, sans comprendre pourquoi. Cette différence, souvent stigmatisée ou mal interprétée, peut devenir source de complexes ou de doutes profonds. Exemple. Un enfant surefficie, passionné par des sujets complexes, pourrait être perçu comme trop sérieux ou trop curieux par ses camarades ou ses enseignants. En grandissant, ce regard extérieur négatif pourrait l'amener à réprimer ses élans intellectuels pour tenter de se conformer aux attentes sociales. Conseil. Petit Colin invite ses lecteurs à revoir leur perception de la différence. Plutôt que de la considérer comme une faiblesse, elle suggère de la voir comme une richesse unique. La première étape de ce processus est de reconnaître et de nommer cette différence, non pas comme un défaut, mais comme une facette précieuse de leur identité. 2. S'émanciper des attentes extérieures. L'un des obstacles majeurs à l'acceptation de soi est le poids des attentes extérieures. Les surefficies, en raison de leur hypersensibilité, sont particulièrement réceptifs aux jugements et aux normes imposées par leur entourage ou la société. Petit Colin souligne que cette quête de conformité est souvent vaine, car elle pousse les surefficies, à nier leur nature profonde. Elle les encourage à se libérer de ces attentes en se recentrant sur leurs propres besoins et aspirations. Exemple. Une personne surefficiente pourrait choisir une carrière prestigieuse pour répondre aux attentes familiales, mais ressentir un profond mal-être en raison du manque de sens ou de créativité dans son travail. Conseil. Petit Colin propose un exercice d'introspection. Identifier les attentes extérieures qui pèsent sur soi, professionnelles, sociales, familiales. Se demander si ces attentes sont réellement alignées avec ses propres valeurs. Faire un choix conscient de s'en détacher lorsque cela est nécessaire pour préserver son bien-être. 3. Cultiver une estime de soi solide. Pour accepter et valoriser sa différence, il est essentiel de développer une estime de soi indépendante des critiques et des comparaisons. Petit Colin explique que les surefficies, souvent perfectionnistes, ont tendance à se juger sévèrement. Ce perfectionnisme peut les empêcher de reconnaître leurs qualités et leurs réussites. Exemple. Un surefficie pourrait terminer un projet ambitieux avec succès, mais se concentrer uniquement sur les détails qu'il juge imparfaits, au lieu de célébrer l'accomplissement global. Conseil. Pour contrer cette tendance,
Petit Colin propose une pratique quotidienne, écrire 3 choses positives sur soi-même ou sur ses réalisations à la fin de chaque journée. Cet exercice, simple mais puissant, aide à renforcer une image de soi plus équilibrée et bienveillante. 4. Transformer sa singularité en force. Petit Colin insiste sur le potentiel extraordinaire des surefficies, leur créativité, leur sensibilité et leur capacité d'analyse sont des atouts précieux, à condition qu'ils apprennent à les exploiter de manière constructive. Exemple. De nombreux artistes, scientifiques ou leaders visionnaires sont des surefficies, qui ont su canaliser leur singularité pour apporter des contributions significatives au monde. Conseil. Petit Colin encourage les surefficies, à identifier leurs talents spécifiques et à les cultiver activement. Cela peut passer par des activités créatives, des projets professionnels innovants ou des engagements personnels qui reflètent leurs valeurs profondes. 5. Trouver sa tribu, l'importance de l'entourage. Pour s'épanouir pleinement, il est crucial de s'entourer de personnes qui reconnaissent et respectent sa différence. Petit Colin explique que les surefficies, bien qu'empathiques, ont souvent du mal à établir des relations authentiques dans des contextes où ils se sentent jugés ou incompris. Exemple. Un surefficie qui s'entoure de personnes superficielles ou critiques pourrait ressentir un épuisement émotionnel constant, car ces interactions ne nourrissent pas son besoin de profondeur et de connexion authentique. Conseil. L'auteur recommande de rechercher activement des cercles sociaux ou des communautés partageant des valeurs similaires. Participer à des groupes d'entraide ou à des activités centrées sur des passions communes peut être un excellent moyen de créer des liens épanouissants. 6. Vivre en alignement avec ses valeurs. Petit Colin conclut ce chapitre en mettant l'accent sur l'importance de vivre une vie alignée avec ses valeurs. Pour les surefficies, qui ont un sens aigu de la justice et de l'éthique, cet alignement est une condition essentielle de leur bien-être. Exemple. Un surefficie qui accorde une grande importance à la préservation de l'environnement pourrait trouver une profonde satisfaction en s'engageant dans des actions écologiques, même modestes, comme le tri des déchets ou le bénévolat dans des associations locales. Conseil. Pour aligner ses actions avec ses valeurs, Petit Colin propose de dresser une liste de priorités personnelles et de réfléchir à des moyens concrets de les intégrer dans son quotidien. Cela peut inclure des choix de consommation, des engagements professionnels ou des interactions sociales. Conclusion, une invitation à embrasser son unicité. Dans ce 8e chapitre, Christelle Petit Colin offre aux surefficies, une véritable feuille de route pour s'accepter et se valoriser. En déconstruisant les idées reçues sur la différence, elle les encourage à transformer leur singularité en force et à construire une vie alignée avec leurs aspirations profondes. Petit Colin rappelle que l'acceptation de soi est un processus, parfois long et exigeant, mais infiniment libérateur. En se libérant des attentes extérieures, en cultivant une estime de soi solide et en s'entourant des bonnes personnes, les surefficies, peuvent non seulement s'épanouir, mais aussi enrichir le monde par leur sensibilité et leur créativité. Résumé du chapitre 9, savoir vivre avec son mental. 1. Accepter que le mental est un allié, pas un ennemi. Christelle Petit Colin commence ce chapitre en apportant une perspective essentielle, le mental n'est pas un adversaire à combattre, mais un allié à comprendre et à gérer. De nombreuses personnes surefficientes voient leur esprit comme une machine incontrôlable, trop bruyante et épuisante. Cette guerre intérieure génère des tensions, de la frustration et un sentiment d'impuissance. Exemple. Marie, une cadre dynamique mais hypersensible, passe son temps à rumination incessante. Elle trouve difficile de se concentrer ou de se détendre, notamment lorsqu'elle veut se reposer après une journée de travail intense. Ses pensées ne cessent de tourbillonner et d'interagir avec ses émotions. Pour elle, le mental devient un fardeau, quelque chose dont elle doit se débarrasser. Conseil. Petit Colin propose une vision radicalement différente. Plutôt que de voir son mental comme un adversaire qu'il faut calmer ou stopper, elle suggère d'apprendre à le gérer en le redirigeant. Il s'agit d'accepter son fonctionnement et d'apprendre à l'utiliser à son avantage. Il faut comprendre que le mental, même s'il peut être turbulent, possède un potentiel infini quand il est canalisé positivement. 2. Le rôle de la pensée dans le ressenti émotionnel. L'auteur explique ici que notre ressenti émotionnel est directement influencé par la qualité et la direction de nos pensées. Un cerveau qui rumine constamment, qui s'inquiète du futur ou qui ressasse le passé, crée des émotions négatives telles que la peur, la tristesse ou l'anxiété. Inversement, des pensées positives, bien orientées, créent des émotions plus sereines et plus constructives. Exemple.
Lorsqu'un parent se concentre sur les erreurs qu'il a commises dans son éducation, cela génère des sentiments de culpabilité et d'auto-accusation. Cette boucle négative peut l'amener à se dévaloriser et à vivre dans un stress constant. Mais si ce parent choisit de se concentrer sur les moments où il a agi avec bienveillance et efficacité, son état émotionnel change en conséquence. Conseil. Petit Colin recommande de prendre conscience de ses pensées à chaque instant. Elle invite à un exercice simple: chaque fois que l'on se surprend à penser négativement, il faut immédiatement s'arrêter et se demander: est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me bloque? En agissant ainsi, la personne peut choisir consciemment de tourner ses pensées vers des solutions plutôt que de se laisser submerger par des problèmes. 3. L'art de l'ancrage mental. Un autre point important que Christelle Petit-Colin aborde dans ce chapitre est l'idée de l'ancrage mental, qui consiste à diriger son attention de manière ciblée et positive. Il s'agit de créer une sorte de point d'ancrage mental qui permet à la personne de se recentrer dès qu'elle se sent envahie par des pensées parasites. Cet ancrage peut être un mot, une image ou même une action physique comme la respiration consciente. Exemple. Alexandre, un consultant en entreprise, a souvent du mal à se concentrer lors de ses réunions, car son esprit vagabonde constamment. Pour lui, l'ancrage mental pourrait consister à se concentrer sur sa respiration avant de répondre à une question importante. À chaque fois qu'il se sent dispersé, il utilise ce moment de calme pour revenir à l'instant présent. Conseil. Petit Colin donne une méthode simple: chaque fois que l'on se sent perdu dans ses pensées, il suffit de se concentrer sur un élément sensoriel. Cela pourrait être une bougie allumée, un bruit spécifique ou même un mouvement simple comme toucher un objet. Cela permet de ramener son esprit à l'ici et maintenant, rompant ainsi avec les spirales de pensées négatives. 4. La pleine conscience et ses bienfaits. Christelle Petit-Colin introduit ensuite la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, comme une méthode efficace pour vivre avec son mental tout en évitant de se laisser envahir. La pleine conscience permet de vivre chaque moment pleinement, sans jugement ni préjugé, et de garder un contrôle bienveillant sur ses pensées. L'idée n'est pas d'éliminer les pensées mais de les observer sans s'y attacher. Exemple. Sophie, qui travaille dans le secteur de la communication, est souvent submergée par des pensées incessantes, particulièrement en période de stress. En pratiquant la pleine conscience, elle apprend à simplement observer ses pensées, à les reconnaître sans s'y perdre. Cette pratique lui permet de se libérer d'une partie de son anxiété et de se recentrer plus facilement dans ses tâches. Conseil. Petit Colin conseille de commencer par de courtes sessions de pleine conscience, de 5 à 10 minutes par jour, en se concentrant sur sa respiration. Au fur et à mesure, cette pratique devient une habitude et aide à maintenir un esprit clair et apaisé, même face aux turbulences mentales. 5. Créer un environnement favorable au calme mental. Un autre aspect du « vivre avec son mental » consiste à créer un environnement qui soutient ce calme intérieur. Le monde extérieur, notamment l'environnement de travail ou la vie personnelle, joue un rôle crucial dans notre équilibre mental. Un environnement encombré, bruyant ou chaotique peut exacerber l'agitation intérieure. Exemple. Valérie, qui vit dans un appartement en plein centre-ville, trouve que le bruit constant de la circulation nuit à sa concentration. En aménageant son espace de travail avec des éléments apaisants, tels qu'une plante ou une lumière tamisée, elle parvient à créer un sanctuaire de calme où elle peut se ressourcer. Conseil. Petit Colin recommande de faire un audit de son espace de vie et de travail, afin de le transformer en un lieu propice à la détente et à la concentration. Cela peut inclure l'élimination de distractions, l'ajout d'éléments naturels comme des plantes ou des objets inspirants, et la création d'un espace minimaliste et apaisant. Conclusion. Dans ce chapitre, Christelle Petit-Colin nous enseigne l'essentiel: le mental, même s'il est source de turbulences pour les surefficies, peut devenir un véritable atout lorsque nous savons le comprendre, l'accepter et l'orienter. L'auteur propose des techniques simples mais puissantes pour vivre en harmonie avec ce mental souvent jugé trop actif, et transformer cette différence en un levier de bien-être. À travers des exercices pratiques, des conseils concrets et des exemples de vie réelle, ce chapitre invite chaque lecteur à s'épanouir en étant pleinement soi-même, tout en trouvant des stratégies pour calmer l'agitation intérieure. Il s'agit d'un appel à l'action: au lieu de subir son mental, il faut apprendre à le guider, à l'apprivoiser et à l'utiliser au service de ses objectifs et de son bien-être. Ce chapitre offre un chemin vers la paix intérieure, accessible à tous ceux qui sont prêts à faire le travail nécessaire pour vivre pleinement. Conclusion ultime de Je pense trop de Christelle Petit-Colin.
Je pense trop de Christelle Petit-Colin est bien plus qu'un simple ouvrage sur la gestion de l'excès de pensée, c'est un véritable guide de libération pour toutes celles et ceux qui, souvent mal compris ou jugés, trop sensibles, ou trop réfléchis, souffrent de leur propre mentalité tourbillonnante. À travers ces pages, Petit-Colin invite ses lecteurs à accepter leur fonctionnement mental sans culpabilité, tout en leur offrant des clés concrètes pour transformer ce qui semble être un fardeau en une véritable force. L'auteur, avec bienveillance et expertise, nous montre que la pensée excessive n'est pas une maladie ou un défaut, mais une particularité à apprivoiser. Plutôt que de chercher à stopper cette pensée incessante, l'approche du livre repose sur l'idée qu'il faut la comprendre, l'accepter et, surtout, la réorienter pour en faire un allié. Ce processus de transformation, bien que difficile, offre des perspectives de vie plus sereines, plus épanouies, paradoxalement, plus actives. Chaque chapitre du livre aborde une facette différente de cette gestion du mental. Que ce soit la prise de conscience des mécanismes internes, la découverte de la pleine conscience, l'ancrage mental ou encore la gestion de l'environnement externe, les stratégies proposées sont à la fois pratiques, accessibles et adaptées à chacun, quel que soit le rythme ou les défis personnels. L'auteur va au-delà de la simple identification du problème pour offrir des solutions détaillées, étayées par des exemples concrets, qui permettent de sortir de l'isolement et du mal-être lié à cette pensée incessante. En conclusion, Je pense trop est un appel à la réconciliation avec soi-même. Il ne s'agit pas de fuir sa pensée ni de la brider, mais de l'accepter pour ce qu'elle est, une capacité précieuse qui, lorsqu'elle est dirigée consciemment, peut nourrir la créativité, la réflexion profonde et la sagesse. Christelle Petit-Colin nous invite à faire de notre particularité un atout, à comprendre que, penser trop, peut, à condition de le maîtriser, devenir un moteur de développement personnel puissant. Le livre est un soutien pour tous ceux qui, fatigués de lutter contre leur esprit, souhaitent apprendre à cohabiter avec lui de manière sereine et harmonieuse. Il incite à cultiver l'équilibre et l'autocompassion, tout en encourageant une approche plus douce de soi et des autres. Si ce livre a un message ultime, c'est celui de la liberté de penser, de ressentir et d'agir selon son propre rythme, sans se juger, mais avec la volonté de vivre pleinement, en paix avec son esprit. C'est une véritable ode à l'acceptation de soi, où la pensée, loin d'être un fardeau, devient une source infinie de possibilités et de croissance personnelle. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.